Bonjour à tous, eh bien, bon appétit et bienvenue dans le ZCL. Vous êtes avec nous au moins jusqu'à 14 h et on va développer l'actualité aussi, recevoir des invités. Alors, le premier invité, ce sera tout à l'heure Monsieur Jules Otto. Monsieur Jules Otto, il est organisateur du premier colloque de développement touristique durable des territoires. Il va expliquer dans un instant de quoi il s'agit exactement. Un peu plus tard, nous allons recevoir toujours dans le cadre de la semaine de la presse une journaliste pas assez connue. Il s'agit de Rita Azao, rédactrice en chef et directrice de Alizé Magazine. Ensuite, Janine Galap, qui est une communicante toujours dans le cadre de la semaine de la presse, sera avec nous. Patrice Dupont, conférencier, viendra nous faire un petit tour, nous expliquer de quoi il parlera dans sa conférence. Et puis, nous terminons ce ZCL avec Martine Fazer. Martine Fazer, c'est comme vous le savez, chaque mercredi, la culture selon Martine. Voilà un peu le gros de ce que nous allons recevoir, mais tout de suite développons les titres de l'actualité. C'est près de 50 000 personnes et c'est pour cela que l'UMA a organisé sa porte ouverte, montrer un peu, à Saint-Claude, montrer un peu les filières de l'artisanat. C'est très important, on essaie de développer ces filières. Ensuite, on parlera de la lutte contre le cancer, c'est à Pointe-à-Pitre avec un reportage de Maxime Morel. Et puis, vous le savez, on parle de cancer, mais on parle encore de santé, puisque l'EFS a besoin de sang, c'est toujours la même problématique. Il nous faut du sang pour les gens. Nous entrons dans une période accidentogène, période de Pâques, il faudra du sang. Et puis, nous irons faire un tour à Saint-Malo, où les présidents de CCI, de la Guadeloupe et de la Bretagne se sont rencontrés devant la caméra de Grégory Laps. Voilà un peu notre sommet. On va commencer tout de suite par l'information, puisque vous le savez, depuis 2 jours maintenant, Nicolas Sarkozy est en garde à vue sur l'affaire libyenne. Il a été autorisé, c'est un peu bizarre d'ailleurs, au cours de sa garde à vue, de rentrer chez lui hier soir. Il est rentré vers 23 h et ce matin à 8 h, il était de nouveau dans les locaux de la police judiciaire de Paris. Cette enquête sur le financement de sa campagne de 2007 suscite beaucoup de réactions. Bien évidemment, dans son camp, on déplore que l'ancien président du gouvernement français a été mis pratiquement comme un délinquant, mais on ne sait pas tout l'instant ce qu'il adviendra de cette enquête. On espérera qu'elle ira jusqu'au bout. Revenons donc à la Guadeloupe et parlons de cette journée porte ouverte de l'UMA. C'est à Saint-Claude. L'UMA, c'est l'université régionale des métiers et de l'artisanat. C'est comme chaque année, une porte ouverte permet de faire le point sur les filières de l'artisanat en Guadeloupe. Vous savez que l'artisanat occupe globalement beaucoup de Guadeloupéens. Quelquefois, ce sont des entreprises avec une seule personne, mais c'est quand même des métiers qui sont importants, des filières qui sont attractives. De plus en plus de jeunes peuvent accéder à ces filières. C'était le but de cette journée de porte ouverte avec le reportage d'Olivier Félix qui était sur place. J'ai suivi un parcours assez chamboulé, car après ma classe de 3e, j'ai directement changé de voie, puisque rester assis sur les bancs de l'école, ça m'a assez rapidement fatigué. Je m'ennuyais beaucoup en cours, et changer pour une formation d'alternance, ça m'a aidé en soi, car je peux pratiquer mon métier dans une entreprise, et je suis actuellement aussi un salarié. Bon, pour les vacances, ça peut être un peu... ça change, parce que je n'ai plus les vacances scolaires, comme tout n'importe quel élève. Désormais, je dois prendre des congés payés à certains mois et certains instants de l'année. Si un jeune est incertain de sa voie, la formation en alternance, c'est assez pratique, c'est très utile, parce que vous pouvez vous former en faisant ce que vous aimez, pas seulement en restant assis sur l'école et étudier des matières qui, ça se trouve, ne vous serviront peut-être pas. Personnellement, je ne vois pas ça de ce point de vue-là, mais certains le perçoivent comme ça. Et en alternance, comme je suis en entreprise, je fais ce que j'aime, je fais de la cuisine, je suis content et
je suis assez épanoui dans mon métier. Je peux vraiment m'exprimer pleinement dans ce que je fais. Nous prenons juste les rênes de la chambre de métier, donc le temps de s'imprégner, mais vous savez qu'aujourd'hui, journée porte ouverte, eh bien nous voyons que l'UMA est là, nous sommes représentés, que les jeunes sont là et nous allons axer vraiment notre campagne, notre programme sur l'apprentissage. Nous sommes là pour ça, de toute façon, vous savez, nous tendons à aller vers l'excellence. Donc aujourd'hui, il y a des nouveaux métiers, aujourd'hui, il y a une demande et nous, en tant qu'artisans, nous sommes là pour pouvoir former les jeunes et je pense qu'ils sont la meilleure école. Avec les artisans, c'est la meilleure façon d'apprendre et les apprentis sont là, donc il y a une grosse demande. Nous allons y veiller, nous allons être veillattifs, oui. L'apprentissage, c'est un voie qui a tendance à aller vers l'excellence et notamment le gouvernement a bien compris qu'aujourd'hui, ils ont pris des mesures pour pouvoir accompagner ces jeunes-là et nous sommes là en tant qu'artisans justement pour faire le pont et pouvoir les former correctement. Voilà, je vous l'ai dit, nous recevons Monsieur Jules Otto pour parler de ce premier colloque de développement touristique durable et territoire. Alors, ça se fait à Duval-Petit-Canal. Alors, Jules Otto, merci et bonjour. Merci d'être là et bonjour. Alors, pourquoi c'est le CNPT qui se lance dans cette opération? Parce que c'est le CNFPT, on a été approché par la communauté d'Aglo du Nord Grande Terre, parce que depuis la noterie, les EPCI, donc les communautés d'Aglo, ils ont comme compétence tout ce qui est développement économique, développement touristique. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'on accompagne les collectivités et qu'on accompagne aussi la formation des agents. Oui. Et donc mettre ensemble, alors pour nous c'est quand même une première, de mettre ensemble le monde économique, les acteurs économiques du territoire, avec des cadres territoriaux, des agents territoriaux. C'est un pari, mais nous, on pense que mettre ensemble, faire dialoguer des acteurs économiques et des acteurs publics, c'est l'avenir. Parce que c'est comment, en fait, la commande publique puisse être à disposition du développement économique du territoire. C'est ça en fait notre pari. Donc on a commencé par un aspect particulier qui pour nous qu'il faut valoriser, c'est tout ce qui est développement touristique et en quoi ce qu'on appelle notre paysage, notre biodiversité, notre attrait en termes de paysage doit être un atout pour le développement touristique. Donc c'est pourquoi on a, avec l'université, donc le département avec Joël Rabouteur, avec la Prodicam, parce que ça se situe un peu avant la semaine de Kabamonalo, donc 2 jours avant, donc c'est dans la même dynamique. C'est pas un hasard. C'est pas un hasard, c'est réfléchi, c'est dans tout ce qui est pour nous, notre territoire, notre patrimoine immatériel, patrimoine classique qu'on voit, le paysage, les bâtis qu'on a sur le territoire. C'est comment faire en sorte que ce territoire-là, on le met en valeur et comment le CNFPT peut participer à travers donc, notre mission qui est la mission formation, mais pas seulement une formation classique, on a des tables, on a des chaises, mais on est dans des temps de réflexion, colloques, séminaires où on fait dialoguer ensemble, acteurs économiques, les élus et les cadres territoriaux. Je vous pose la question parce que y a beaucoup de colloques qui se font en Guadeloupe et puis ça ne débouche sur rien du tout. Alors, une fois ce colloque terminé, quel va être l'agenda? Premièrement, c'est pour, si on met ensemble les acteurs économiques et les acteurs territoriaux, c'est premièrement que derrière, qu'il puisse y avoir des pistes de travail et de collaboration entre le CNFPT et ses acteurs économiques, c'est que les réflexions qui vont sortir de là, et en termes de besoin de formation et de montée en compétence des agents pour mieux accompagner le territoire. Ça va remonter vers vous? Oui, donc ça viendra donc nourrir, enrichir notre offre de services, notre offre de catalogue 2019, et puis aussi sur le territoire pour la CNGT, qui a cette compétence donc développement économique sur le territoire, donc la communauté d'Aglo du Nord Grande Terre, à travers donc leur équipe de direction, c'est comment mettre en place des actions prioritaires, plus efficaces. Voilà. Donc c'est pas un colloque pour un colloque, c'est un temps de réflexion, mais c'est aussi, on s'inscrit dans une dynamique de co-construction, de co-collaboration et de travailler différemment. Moi je pense que ce qui est intéressant aujourd'hui, et même pour nous c'est un pari, parce que faire dialoguer, mettre ensemble des acteurs économiques, parce qu'il n'y a pas si longtemps, la fonction publique de manière générale, on disait c'est pas habité à nous, c'est le privé. Oui. Aujourd'hui, il n'y a pas à se regarder entre un monde du privé et un monde du public. Au contraire, il y a à chercher à dialoguer ensemble. Les acteurs du public sont là et sont quelque part, s'ils sont là, ils sont quelque part, et leur rémunération, leur temps de travail, c'est aussi les contribuables. Donc ils sont là au service du territoire. Et comment faire en sorte que ces agents-là puissent participer d'une manière encore plus efficace à ce qui se fait sur le territoire avec les acteurs économiques. Donc c'est pourquoi demain matin, on aura avec nous normalement pour partie donc, des agents territoriaux,
territoriaux, et pour une bonne partie, eh bien, les hébergeurs, les gîteurs, les gens qui font l'animation du territoire, les gens par exemple qui tous les jours font visiter la mangrove, font venir, quand les touristes viennent, ils sont là sur le territoire pour faire visiter le territoire. Donc voilà, avec des institutions comme le parc, comme le Conservatoire du littoral, comme l'ONF, comme l'INRA, comme le CFPPA, l'enseignement agricole, ils seront là aussi pour dire en quoi, eh bien, que souvent il faut sortir du schéma où la biodiversité, ça reste le sachant. Aujourd'hui, la biodiversité, on doit le poser en termes d'attractivité pour le territoire. En quoi cette biodiversité est une richesse pour le territoire. De dire que la Guadeloupe est territoire de biodiversité reconnu par l'UNESCO, par le monde entier, c'est une chose. Maintenant, de faire en sorte que cette biodiversité soit un élément d'attractivité du territoire, on est dans cette logique-là, on est dans ce débat-là aujourd'hui avec le monde territorial. Mais alors, j'imagine, bon, c'est un peu 2 jours avant la journée du crabe qui se fera, enfin quelques jours dans les jours qui viennent, et vous avez choisi le Nord Grande Terre. Le Nord Grande Terre, considéré souvent comme un lieu de mauvais développement, de mal développement, et c'est une manière aussi de relancer un petit peu l'activité dans cette région. Tout à fait. En fait, pour nous, il y a deux paris. Premièrement, c'est d'aller regarder sur le territoire, et c'est le regard du CNFPT, d'avoir un regard, on va dire, équitable sur le territoire, et de dire qu'on va aller. Duval, c'est un magnifique site. Oui, Duval, c'est un site qu'il faut, ça doit être un site, un lieu vivant, un lieu où on doit investir beaucoup plus, où nos élus, nos politiques doivent aller encore faire en sorte que sur Petit Canal, qu'il y ait plus de choses qui se passent, et faire en sorte que ce territoire-là, en se Bertrand, Petit Canal, pour lui, puisse en profiter au maximum. Il y a des lieux, il y a des choses à visiter, comme demain matin, quand on fera, c'est notre deuxième ambition, c'est de faire en sorte que ce qu'on fait là, on puisse le modéliser, et que chaque communauté d'agglo, l'année prochaine, ça puisse se passer en Nord-Bastère, oui, en Sud-Bastère, à Marie-Galante, au niveau de la Riviera. Donc c'est ça. Et c'est pourquoi donc les DGA, les directeurs, les généraux de ces collectivités, de ces EPCI, sont là, ils sont présents, ils vont intervenir dans des regards croisés, dans des témoignages, et qu'on verra l'année prochaine, on refera quasiment le même colloque, mais sur un territoire différent. Parce que notre territoire Guadeloupe, c'est un territoire des îles, c'est un territoire avec, quand on est à Vieux-Habitant, on n'est pas à Anse-Bertrand, et quand on est à Sainte-Rose, on n'est pas à Marie-Galante. Donc c'est une richesse, et c'est comment nous, modestement, on peut participer à ça. Alors, bien sûr, qui dit colloque dit acteur du colloque. Alors, parce que je vous pose la question, parce que ça va se poser aussi, bien évidemment. Les gens, je vois des interventions qui ont le mérite d'être, en tout cas, poser des problématiques intéressantes, des défis du développement touristique, intelligence économique et identitaire des territoires. Plus loin, quelle synergie entre acteurs publics et acteurs privés? Comment vous allez modéliser ça de manière à ce qu'il y ait une mémoire de tout ce qui va être dit, puisque vous avez quand même des gens intéressants. Je me suppose Paul Rosinechim, que je connais, Joël Rabouteur, entre autres, sont des gens, il y a même Fischer, gestionnaire du site de Beauport. Enfin bon, il y a c'est un mix. C'est un mix, c'est un croisement entre le monde universitaire, oui, parce que Joël Rabouteur, c'est les collègues du Crédit font un travail formidable, et c'est oui, comment faire en sorte que le travail qui fait de réflexion soit au service des acteurs économiques. Et c'est pourquoi, dans ce moment-là, on fait croiser des acteurs comme Fischer qui travaillent sur d'autres logiques, et comment les faire être intelligents ensemble. Premièrement, sur la question des actes, on a tout prévu. On a prévu qu'il y ait ce qu'on appelle des captages, des capsules vidéo. Ça va être enregistré, et que derrière, il y aura des actes, il y aura des éléments, et on va faire en sorte que ça me rassure parce qu'il y a beaucoup de paroles qui ne laissent pas de traces. Ça sera enregistré. D'accord. C'est prévu, il y aura une prestation pour ça qu'on a pris en charge. D'accord. Et donc ça permettra donc aux gens qui viendront. Alors le prochain, développement touristique et durable. Alors comment vous mettez ces deux notions? Développement touristique, vous savez que le développement touristique quelquefois il n'est pas toujours durable. C'est justement c'est comment faire en sorte que on préserve ce qu'on a, notre biodiversité, Canal des Rotours, Boucle du Nord Grande Terre, Gâchette, ou bien des agriculteurs qui ont des pratiques agroécologiques. Ou même les crabes. Ou les crabes, tout ça. Parce donc, que les crabes disparaissent. En même temps, c'est comment les préserver. Oui. Donc on est dans une logique de développement durable, de biodiversité qu'il faut préserver. Mais en même temps, comment on doit les valoriser, et ça doit être
un atout, ça doit être des éléments d'attractivité du territoire. Quand on parle de tourisme durable, c'est développement économique. Bon, je pense que le parc national a réussi un pari avec l'aménagement. Je suis décarbé. C'est préserver cette beauté qu'on a, préserver cette biodiversité, cette richesse-là. En même temps, faire en sorte que dans le circuit des touristes, dans le circuit des Guadeloupéens pour aller visiter, pour aller faire vivre un territoire, ça apporte. Ça fait développer, ça fait fixer de l'emploi sur un territoire. C'est le cas de Capesterre, même s'il y a encore des choses à améliorer, mais c'est un pari qui est presque réussi. Donc il y a d'autres territoires. Laurent Bernier fera une intervention pour montrer comment lui, il se bat sur le site de Pointe-des-Châteaux pour modéliser. Il a d'ailleurs un thésard, c'est un jeune de l'université que Joël Rabauteur accompagne avec Alain Morin et puis Jean-Gabriel Montauban, sur des modèles, comment Pointe-des-Châteaux peut être demain matin un site visité comme quand on va dans la Caraïbe, avec derrière, comme on a réfléchi sur un modèle économique et derrière il y a un prix d'entrée. Et c'est le travail que fait actuellement Laurent Bernier. Il viendra témoigner justement demain matin en ouverture pour dire le travail qu'il fait avec ses techniciens. Mais dans la Caraïbe, quand on va dans la Caraïbe, on a des sites plus modestes et pour y aller, pour visiter, on paie. Bon, je pense que demain matin, il faut qu'on arrive dans ce type de modèle, mais il y a un travail de réflexion que l'université peut nous apporter, et sans quoi notre université, quand elle s'ouvre sur le territoire et elle se préoccupe de la situation des collectivités et de trouver des jeux intéressants comme Laurent Bernier a fait à Saint-François avec un thésard, donc un accompagnement d'un étudiant, c'est des beaux modèles qu'il faut développer sur l'ensemble du territoire. Il y a des choses encore il me reste à faire. Et que le CNFPT, quand on parle des collectivités, c'est notre mission d'être à côté des collectivités pour accompagner la formation des agents, mais pas simplement de la formation, c'est aussi d'être dans l'accompagnement des projets des collectivités, dans des dynamiques de co-construction, de co-développement, de co-collaboration, c'est des dynamiques que nous on connaît, c'est notre cœur de métier qu'on peut apporter. Ça veut dire qu'aujourd'hui que le CNPT sort de ses murs. Concrètement, en initiant une telle initiative, c'est vrai que vous sortez des bureaux et vous allez un peu plus loin. Oui, mais je le dis au départ, c'est un pari, bon, mais on est obligé. L'enseignement, la formation, et aujourd'hui avec le développement du numérique, parce que l'accès au savoir, tout le monde l'a aujourd'hui. Donc, un organisme de formation doit réfléchir sur comment je dois continuer à accompagner la montée en compétences de mon cœur de métier. Les collectivités côté de CNFPT, donc il faut derrière qu'il y ait un service qui est rendu. Mais on ne peut pas rester, on aura toujours le tableau, les tables, et puis on aura toujours ça. Mais dans une action de formation, il y aura un temps de présentiel et il y aura un temps, si on est de dynamique, et on viendra, donc l'intervenant ou le CNFPT globalement sera plus dans un rôle d'animation, de facilitation, de mettre les agents ou les collectivités en situation de coproduire, de co-concevoir des projets sur un territoire. Voilà, donc la formation doit bouger aussi et la manière de concevoir la formation doit bouger. C'est un peu ce que j'essaie d'entreprendre, mais pas tout seul. Je le fais avec les acteurs économiques, je le fais avec le monde universitaire et je le fais aussi avec des initiatives citoyennes comme la Prodecam autour de Franck Garin sur Monalo, le travail qu'il fait en développement durable avec le CRAB. En tout cas, le casting il est de haut niveau, apparemment. Non, mais on a de la ressource en Guadeloupe. On a de bonnes choses en Guadeloupe. Simplement, il faut simplement les mobiliser. Et j'ai pas fait plus que ce qu'il n'y a pas de. J'ai fait un pari, j'ai fait un défi de dire qu'on va travailler ensemble, acteurs économiques, acteurs associatifs, l'université, le CNFPT. Voilà, donc c'est un pari, mais je pense qu'on a travaillé pendant quasiment une année avec. Quand même. Oui, une fois par mois, un petit équipe projet avec Franck Garin, Joël Rabauteur, mes collègues qui sont au CNFPT, et puis des collègues du conseil départemental, les collègues de Pays de la Cannes. On s'est mis autour de la table avec les collègues de l'Aglo du Nord Grand Terre. On a travaillé sur la conception, la mobilisation, et ça ne demande pas, chacun met un peu, on mutualise nos moyens. Et on arrive à faire, il me semble, on fera une belle manifestation. En tout cas, on accueille avec satisfaction ce genre de colloque et ce genre d'initiative. On ne peut que féliciter le CNPT en votre personne, puisque c'est vous qui êtes l'un des porteurs de ce projet. Donc rendez-vous jeudi et vendredi. Jeudi et vendredi. On ne va pas décliner tout le programme parce qu'il est assez lourd, mais enfin, en tout cas, ce qu'on souhaite, c'est du succès à ce genre de colloque, à ce genre de manifestation, et que ça permet au notre pays de développer Haïti moins plus loin.
Merci. Merci monsieur Otto d'être venu en direct nous dire tout ça. Il est 12h51. On va continuer dans l'actualité de notre pays. Ne bougez pas monsieur Otto, le temps qu'on passe le deuxième sujet, puisque on le dit souvent ici, le cancer c'est une pandémie qui malheureusement frappe beaucoup de Guadeloupéens. Vous le savez, on en a beaucoup parlé avec la question de la prostate, du chlordécone qui malheureusement touche de plus en plus de Guadeloupéens. Et c'est justement sur la lutte contre le cancer qu'il y avait une journée hier. La Ligue nationale contre le cancer a ouvert ses portes devant la caméra et le micro de Maxime Morel. C'est à voir tout de suite. C'est-à-dire le mois de mars est réservé à la prévention du cancer du côlon. Nous, au cours de ce mois, bien que la Ligue soit ouverte tout au long de l'année, mais ce jour-là, ce mois-ci, et particulièrement aujourd'hui, nous invitons la population à venir découvrir la Ligue de l'intérieur, de manière qu'ils voient exactement ce que nous proposons aux patients et évidemment ce qu'ils peuvent attendre de nous. Alors, durant cette journée, d'abord, le fonctionnement de la Ligue sur le plan administratif, c'est-à-dire les employés, ce qu'ils font ici, la trésorerie, le secrétariat, mais aussi expliquer aux gens ce que nous appelons les soins de support, c'est-à-dire en dehors du traitement même de la maladie fait par les médecins, les cancérologues et les consorts, nous proposons aux malades des soins de support, c'est-à-dire des massages par exemple de confort, parce que c'est une maladie, vous avez toujours mal, vous ne pouvez pas vous mouvoir comme vous voulez. Nous avons également l'accompagnement psychologique, nous avons des psychologues à leur disposition. Nous avons également l'activité physique adaptée, c'est-à-dire que lorsque quelqu'un est atteint, surtout une femme de cancer du sein, elle ne peut pas faire n'importe quel mouvement. Donc nous avons des gens spécialisés, c'est pourquoi nous parlons d'activité physique adaptée. Ça ne se fait pas dans nos locaux, mais également de l'aquagym, pour permettre aux malades effectivement de prendre un bon bol d'air pur. Nous avons également la marche nordique, qui permet aux malades le samedi matin de se retrouver ensemble et de faire des parcours sous bois, que ce soit autour de Pointe-à-Pitre ou en pleine campagne. Donc voilà un peu les activités que nous proposons aux malades, de manière que, si vous voulez, que le malade ne se sente plus seul. Parce que souvent c'est une maladie, même si vous êtes en famille, le malade a tendance à se replier sur lui-même. Jusqu'au bout, il y en a qui sont là depuis 3, 4 ans, 5 ans, nous les accompagnons régulièrement. Voilà, il est exactement 12h33 dans le ZCL en direct de RHT, comme d'habitude de C10FM, nos amis partenaires des radios. On va prendre une page publicitaire et on va se retrouver tout à l'heure pour recevoir dans le cadre de la semaine de la presse Madame Janine Galap, qui est communicante. On attend aussi notre ami Gilbert Pesmaï, qui est journaliste, et Rita Hazard, enfin tous ces gens-là sont toujours dans le cadre de la semaine de la presse telle que nous avons décidé de célébrer cette année dans le ZCL et sur Canal 10. Tout de suite, la pub avec Zébris et on se retrouve. Voilà, 12h59, pratiquement 13h dans le ZCL en direct de RHT, Radio de Tension et de C10FM, notre radio de Canal 10. Et on va tout de suite revoir les titres de l'information, ce qui depuis ce matin fait la une de notre journal. On commence. C'est parti avec la journée porte ouverte de l'UMA. C'était à Saint-Claude, on a vu tout à l'heure, c'était un reportage d'Olivier Félix. La lutte contre le cancer, et on l'a entendu, la Ligue nationale contre le cancer se mobilise, les cancers sont trop nombreux en Guadeloupe. Le reportage tout à l'heure de Maxime Morel, et puis on parlera problématiquement du sang, puisqu'il manque du sang pour les Guadeloupéens, et puis on ira faire un petit tour à Saint-Malo, puisque les présidents de la CCI de Guadeloupe et de la Bretagne se sont rencontrés, et ça tombe très bien puisqu'on va recevoir tout de suite la chargée de communication, l'une des chargées de communication de la CCI. Bonjour Jennifer. Bonjour. Alors c'est dans le cadre de la semaine de la presse, nous recevons depuis 2 semaines maintenant, on n'a pas attendu la semaine de la presse, des journalistes et des communicants pour parler un peu de leur métier, donner aux jeunes l'envie de pratiquer ce métier. Alors première question que je vais vous poser, qu'est-ce qu'il y a de passionnant dans la communication au point de choisir ça plutôt qu'autre chose?
Alors, c'est clair que la communication, c'est un métier de passion. Déjà, moi, personnellement, je suis quelqu'un qui fonctionne un petit peu à ça. J'ai fait longtemps du sport à haut niveau. Enfin, c'est toujours la passion qui a guidé mes choix, et professionnels et personnels. Alors, ce qu'il y a de passionnant, selon moi, dans la communication, c'est que quand on fait des choses, il est important de les faire, mais il est aussi important de le faire savoir, et de le faire savoir correctement, et de valoriser soit l'entreprise qu'on représente, soit l'institution qu'on représente. Et puis, c'est un petit challenge à chaque fois, justement, d'attirer à soi un maximum de visibilité, et c'est ce qu'il y a de plus. Alors, vous travaillez dans une institution, une très vieille institution, la CCI, qui n'était pas particulièrement connue pour sa communication, je le dis en tant que journaliste observateur de mon pays. Quand vous entrez dans une pareille institution, quels sont les outils dont vous disposez pour travailler ? Alors, je suis arrivée à la Chambre de commerce en novembre dernier, et avec le nouveau président Patrick Vialcollet, il a mis à ma disposition, étant donné que j'ai certaines compétences en journalisme et en reportage vidéo. Ah, vous avez les deux facettes. Les deux facettes. Donc, on le comprend, qu'on sait d'où vous êtes, vous avez été formé, on en parlera tout à l'heure. Oui, alors il m'a donné une caméra, donc une petite caméra que je tiens à la main. Ouais. Et en fait, le plus gros de mon travail, c'est d'effectuer des reportages vidéo, et justement d'alimenter les réseaux sociaux de la Chambre de commerce. Alors vous êtes community manager un petit peu ? Une sorte de community manager, mais c'est plus un volet, puisqu'on travaille avec une société qui fait notre community management, c'est plus du journalisme, des reportages journalistiques. Et puis à côté de ça, évidemment, on travaille sur la stratégie de communication. Donc ça signifie qu'en réalité, on le dit souvent, que les meilleurs chargés de communication sont des anciens journalistes. À ce qui paraît, j'en sais rien, j'aurais pas la prétention de dire ça, et puis je suis encore jeune. On voit beaucoup d'anciens journalistes qui deviennent chargés de com. Tout à fait. En tout cas, les qualités qu'il faut pour être journaliste sont facilement implicables dans la communication, et puis on a besoin de qualité rédactionnelle, on a besoin de qualité relationnelle, et tout ça, ce sont des valeurs communes avec le journalisme, donc forcément, quand on a l'un, en général, on peut facilement avoir l'autre. Alors, nous les journalistes, on dit souvent que les chargés de com, les DIOCOM, les attachés de presse et relations publiques, quelquefois, sont harceleurs ou harceleuses. Ah bon ? Oui. Vous dites ça ? Oui, est-ce que vous viendrez à la conférence de presse ? Vous avez reçu le dossier de presse, on vous l'a envoyé le dossier de presse, oui, etc. C'est notre travail, notre travail. Malheureusement, on est obligé de passer parfois, de faire un peu de forcing, mais ça paye. Ça paye. Pas toujours, mais en tout cas, qui ne tente rien n'a rien. Et puis, de toute façon, on sait à quel point les journalistes sont occupés. Si on ne fait pas ce travail-là, il y a peu de chances qu'ils pensent à nous. Alors, donc, désolé par avance, mais je vais continuer à vous harceler. Oui. Ah, vous allez continuer. J'ai des bons jours devant moi. Alors, en ce qui concerne le quotidien à la CCI, comment s'organise votre travail le matin quand vous arrivez ? Alors, le matin, quand j'arrive, si j'ai des montages en attente, des vidéos que j'ai pu tourner, on essaie d'être un maximum réactif. Donc, en général, quand je tourne, j'essaie de monter dans l'après-midi. Oui. Donc, quand le matin j'arrive... Vous êtes aussi monteuse. Voilà, oui. Donc, quand j'arrive le matin, j'ai parfois des montages à finaliser. Et puis ensuite, on fait très régulièrement des réunions communication avec donc la directrice de communication qui est Aurélie Rinaldo, et puis ma collègue Stéphanie Orella. Qui est à Saint-Malo d'ailleurs. Oui, qui est à Saint-Malo. Oui. On essaie de se voir assez régulièrement parce que on considère que pour faire une communication efficace en externe, il est important qu'elle soit bonne aussi en interne. Donc en général, on a une petite réunion communication pour faire le point sur les actions. Tous les matins ? Non, pas tous les matins. On en a une par semaine à peu près. Oui. D'accord. Voilà. Et puis ensuite, une fois que le montage est terminé, je suis toujours en lien avec les différents services qui organisent des manifestations. Donc, ce qui est de complexe et à la fois d'intéressant à la Chambre de commerce, c'est qu'on a plusieurs services, donc plusieurs actions complètement différentes. Donc, à chaque fois, il faut s'imprégner de chaque action avec les services pour pouvoir communiquer au plus près de ce qu'ils ont envie de dire. Et donc, du relationnel avec les services sur, par exemple, ce week-end, il y a les Open Day de la classe préparatoire, samedi matin. Et donc, c'est en ce moment, c'est ce sur quoi je travaille. Alors, ça, c'est le côté, d'une manière générale, à l'interne. À l'externe, alors, les relations avec les journalistes, comment vous les... parce qu'il faut se faire un carnet d'adresses quand on arrive. Oui, alors je suis un peu aidée, je suis au bon endroit. À la Chambre de commerce, ils ont déjà un passif qui fait qu'on a de très bonnes relations avec les journalistes. Alors, ça passe par l'écriture de communiqués de presse, par le biais d'appels téléphoniques. Il n'y en a pas beaucoup, la CCI, j'ai remarqué.
Pas beaucoup de communiqués. Il y en a des communiqués, il y en a sur les grosses manifestations. Oui. Après, c'est vrai qu'on s'appuie un peu sur les relations qu'on a, donc parfois il suffit d'un coup de téléphone. Un petit coup de fil et puis voilà, c'est réglé. Voilà. Oui. Voilà. Et puis donc les relations avec les journalistes se font par ce biais-là. Et puis pour communiquer, évidemment, on passe par des boîtes extérieures pour tout ce qui est réalisation de support, flyers, affiches, etc. Le cinéma, la télé, voilà. Donc il y a plusieurs médias par lesquels on passe. Alors, est-ce à dire que l'image de la CCI qui est un petit peu vieillotte, avec des gens comme vous, comme Auréla, comme Madame Rinaldo, va un petit peu être changée on fait tout pour. Je pense que vous pouvez déjà aller jeter un coup d'œil sur le Facebook de la Chambre de commerce, qui est déjà bien plus dynamique. Parce que le site, il était mort, il était mortel, le site. Ouais, mais bon, on essaie d'être carrément sur les réseaux sociaux. On a une chaîne YouTube, on l'alimente régulièrement. Il y a des publications quotidiennes. Dans notre façon de communiquer, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir la campagne de communication de la nuit d'orientation. Exactement. Si, je l'ai vu. Voilà, la nuit d'orientation. Je l'ai subi même, on va dire. C'est ça. Donc, on a essayé de changer de créneau, de parler à une cible jeune. On est parti sur un concept de vidéo en mode YouTuber. C'était complètement novateur. Ça a plu parfois moins. Mais en tout cas, on dit que quand on ne parle pas de vous, c'est moins bien. La pire des critiques, c'est le silence. D'accord. Exactement. Donc, du coup, ça a été une belle campagne. On a touché vraiment notre cible. On a amené du monde. Et puis l'idée, c'est de continuer sur cette lancée, d'à chaque fois adapter notre communication à la cible qu'on a à aller chercher. Là, il s'agissait des jeunes. Donc, on a fait une communication jeune. Et puis, voilà. Alors, la remarque que je ferai, pour l'institution, j'ai bien compris le plan de com, comment ça va, mais pour le patron, parce qu'on ne le voit pas beaucoup dans les médias. J'ai dû me battre avec lui il y a une semaine pour l'inviter ici. Il viendra à son retour de Saint-Malo. Comment ça se fait qu'il soit si rare? C'est vrai qu'il est très occupé de par son activité. Il fait beaucoup d'allées et venues avec notamment CCI France pour essayer d'alimenter les échanges entre la CCI des îles de Guadeloupe et puis l'Hexagone. Donc c'est vrai qu'il est très peu présent sur la Guadeloupe. En tout cas, ça dépend, c'est par période. Et puis à côté de ça, évidemment, son travail personnel qui fait qu'il est aussi occupé. Mais nous, on le voit. Oui, j'imagine, mais nous les journalistes, on ne le voit pas beaucoup. Il me semble pas que depuis, je ne sais pas si je me trompe, vous allez me dire, depuis sa prise de fonction, qu'il y a eu beaucoup de conférences de presse. Conférence de presse, non, il y a eu une assemblée générale à laquelle on a convié les médias. Mais c'était effectivement la seule occasion à laquelle on a convié les médias. C'est un choix de communication de ne pas faire de conférence de presse, de ne pas rencontrer les journalistes dans des séances réservées à la presse. Parce que quand il y a l'assemblée générale, il y a tout le staff, etc. C'est un peu lourd à gérer. L'idée, c'est d'avoir vraiment des sujets clés, convier la presse pour convier la presse. C'est vrai que c'est important, mais on attend d'avoir effectivement là. On va organiser ça dans le cadre de la route du Rhum pour présenter les différentes actions. Donc là, les commissions sont en train de valider les actions qu'on va faire. Et une fois qu'on aura quelque chose de la matière à vous fournir, et là, on organisera une conférence de presse route du Rhum. On peut avoir un petit aperçu, un petit pré-scoop sur la route du Rhum, parce que je l'ai rencontré l'autre jour, jour de la PPI. Il me disait que cette année, pour la route du Rhum, ça va être vraiment fun. Oui. Alors là, ils étaient à Saint-Malo dans le cadre de l'opération Séduction. L'idée, c'était de promouvoir les produits locaux en métropole. Donc ça s'est très bien passé. Il y avait une soirée de présentation des produits lundi soir à Saint-Malo. Là, ils vont rentrer et à partir de ça, il y a de nouvelles actions qui vont se mettre en place entre des échanges de matières locales avec l'Hexagone tout au long dès maintenant jusqu'à la route du Rhum. Et puis l'idée, c'est de pérenniser ces échanges. Et puis après, il y a d'autres actions puisqu'on a différents services. Donc il y a le secteur de la pêche. On essaie de faire une petite action de communication aussi pour le valoriser dans le cadre de la route du Rhum. Il y a la fameuse épreuve de la bouée, la bouée de Basse-Terre, qui est mise en place depuis des années par la Chambre de commerce. Donc là aussi, des petits défis. On a également des concours de décoration des commerces. Aux couleurs de la route du Rhum. Enfin voilà, tout un tas de petites choses qui vont être présentées prochainement. Alors sur la formation, comment on devient communicante aujourd'hui ou communicant je dis communicante parce que jusqu'à maintenant, pour les communicants que j'ai invités, j'ai eu que des femmes. Alors c'est un métier qui est très féminisé ou très féminin, pas comme, mais enfin il y a des communicants quand même. Alors comment on le devient? Alors, je pense qu'à l'époque, on pouvait le devenir en apprenant sur le tas, enfin, on l'a vu. Aujourd'hui,
aujourd'hui, en tout cas pour ma part, je suis passée par un cursus scolaire, donc j'ai fait un baccalauréat scientifique, rien à voir. Bon oui. Ça n'a rien à voir avec la com, ça. Ça n'a rien à voir avec la communication. Et puis ensuite, je me suis dit d'ailleurs que je n'étais pas faite pour les maths du tout. Oui. Je ne vais pas vous dire la note que j'ai eue au bac, même si je l'ai eue, mais les maths, c'était pas mon truc. Vous n'êtes pas la seule. Donc j'ai continué mon cursus dans la communication. J'ai fait l'EFAP, qui est l'école d'attaché de presse et des métiers de la communication à Bordeaux, 4 années. Et puis une fois que j'ai été diplômée de cette école, j'ai travaillé longtemps dans la télé, 3 ans, en parallèle de mes études d'abord, puis à la sortie devant la de mes caméra ou études. derrière? Devant, les deux, mais entre autres devant, sur Bordeaux. Et donc j'ai continué à travailler ensuite pour la communication d'un groupe de restaurants. Oui. Et puis pour finir par un voyage aux États-Unis de 8 mois, un passage durant l'été en Guadeloupe, et puis une opportunité professionnelle en Guadeloupe. Oui. Voilà. Et la Guadeloupe, pour une jeune communicante, c'est un bon pays? Oui, c'est un bon pays parce qu'il y a des choses à faire. Et puis, comme je le disais, j'essaie de travailler avec cœur. Et je pense que quand on met du cœur dans ce qu'on fait, on est plus performant. Et étant guadeloupéenne, évidemment que quand je travaille pour la Guadeloupe, j'y mets du cœur et j'essaie de faire les choses Alors, bien. C'était le but du jeu parce que on invite, je vous l'ai dit, un communicant et un journaliste. J'imagine que vous connaissez M. Pesmaï, de Guadeloupe Première. Qui est là avec nous. Alors, je disais, Gilbert, bonjour, merci d'être là en direct dans ce ZCL sur les questions de communication. Quels sont les rapports, moi j'ai posé la question, bonjour Gilbert, quels sont les rapports entre communicants et journalistes de ton point de vue? Non, ce sont d'excellents rapports, mais c'est en fonction de la personnalité des communicants. Les rapports sont toujours en fonction de cela, mais en général, ça se passe très bien. Je veux dire, si quelquefois, mais c'est leur rôle. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous sommes journalistes, eux ils sont communicants, donc ils sont là pour faire la promotion, bien souvent d'une entreprise, d'une collectivité, d'un patron. Ça peut être aussi un patron, donc ils sont là pour nous harceler, pour nous exiger des choses. Maintenant, à nous d'être professionnels face à ces gens-là et à nous à faire notre métier correctement. Mais c'est vrai que nous sommes régulièrement sollicités, mais c'est le jeu. C'est le jeu. Alors, de l'autre part, oui, on a une autre journaliste qui va entrer dans notre studio, puisque c'est le jour. Et donc, je reviens donc à Jennifer. Et ce qu'il dit, vous confirmez? Oui, il a bien dit, c'est notre rôle. Et puis, en tout cas, il faut toujours faire preuve de délicatesse, en tout cas pour trouver le bon moment pour parler aux journalistes, pour être à l'écoute et savoir que aujourd'hui ils sont super sollicités par une manifestation, donc ils seront peut-être pas aptes à répondre à nos attentes, donc il faut aussi avoir ce recul-là pour pas justement en arriver à on veut plus vous entendre, quoi. Alors Gilbert, je ne sais pas si tu l'as entendu, je disais à Madame Galap tout à l'heure que son nouveau patron, le nouveau patron de la CCI, n'était pas très médiatisé en ce moment. Est-ce que c'est le sentiment que tu as? Non, je crois que non. J'ai eu l'occasion de le recevoir. J'ai pas le sentiment. Je n'ai pas eu l'occasion de le recevoir, mais j'ai eu l'occasion d'avoir des interviews, j'ai eu l'occasion de l'entendre régulièrement. Je ne sais pas s'il n'est pas médiatisé ou alors si c'est volontairement qu'il ne se met pas trop en avant. Quand on connaît la personnalité de Patrick Vial-Collé, quand on connaît son caractère, on sait bien que bon, c'est un homme qui a du charisme, c'est un homme qui en général n'a pas beaucoup de mal à être médiatisé. Mais je voudrais rebondir sur ce que disait tout à l'heure Madame Galap, ça je retiens Jennifer Galap. Je crois que les communicants, pour avoir d'excellentes relations avec la profession, avec les journalistes, il faut faire preuve quelquefois d'intelligence. Vous n'allez pas appeler un journaliste, par exemple, à 11h30 pour lui expliquer qu'il y a une conférence de presse demain matin ou dans 3 jours, qu'il y a un dossier. Vous n'allez pas mettre, si vous souhaitez médiatiser un événement, vous allez tenir compte de l'organisation des rédactions pour médiatiser l'événement. Vous n'allez pas mettre une conférence de presse à 11h et espérer que quand elle va se terminer à midi, qu'à 13h, vous aurez une superbe couverture. Vous allez plutôt privilégier cette conférence de presse à partir de 10h pour permettre aux journalistes de terminer aux alentours de 11h30 et pour pouvoir faire un sujet pour les éditions de 13h. Moi je crois après c'est une question d'organisation
du travail, d'organisation, surtout de la médiatisation. Et il faut surtout avoir une bonne connaissance du fonctionnement des rédactions et des journalistes. Après, il y a un aspect aussi, là vous avez le côté relations humaines qui rentre en ligne de compte et des problèmes d'affinité. Alors justement, je profite pour présenter Rita Hazard, qui est la rédactrice en chef de ce journal que tout le monde connaît, Alizé. Vous connaissez ce journal, Gilbert? Oui, bien sûr. Et aussi People, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Les journalistes souvent voyagent beaucoup, souvent à Cannes, on va y revenir. Mais je voulais revenir avec vous trois sur un aspect de l'information aujourd'hui qui défraie la chronique, ce qu'on appelle les fake news et les réseaux sociaux. Je vous pose à tous les trois, comment vous gérez ce type d'information? Parce que cette année, pour la semaine de la presse, la thématique qui a été choisie, c'est d'où vient l'info. D'où vient l'info, c'est-à-dire quelle est la source. D'abord, je pose la question aux journalistes, aux deux journalistes, je reviendrai sur la communicante. Gilbert, d'où vient l'info, les fake news? Parce que vous êtes victime du syndrome du WhatsApp. Mais oui, mais parce que nous consultons les WhatsApp, nous consultons aussi les SMS, nous les regardons. Maintenant, dans notre métier, il y a une exigence essentielle, c'est de vérifier l'information. Je veux dire, quand on reçoit une information, en tout cas personnellement, quand je reçois une information en provenance des réseaux sociaux, je regarde d'abord si elle est signée. Si elle n'est pas signée, on vérifie l'information. Donc, les fake news ici, mais pas été victime, non, pas encore. Bon. Ça arrivera peut-être sous un gros coup, on va me faire croire, mais pas encore. Pour l'instant, non, parce que vraiment, nous nous attachons, en tout cas à la rédaction de Guadeloupe Première, nous nous attachons à vérifier l'information scrupuleusement avant de la diffuser. Et nous ne prenons pas, comme on dit pour être un peu trivial, nous ne prenons pas pour argent comptant ce qui est diffusé sur les réseaux sociaux. Il y a à boire et à manger sur les réseaux sociaux, on trouve du tout. Moi j'ai vu cette semaine, par exemple, sur WhatsApp, ils ont sorti des informations vieilles de 2 ans pour nous faire croire que ça s'était passé il y a 24 heures. C'est le cas aussi quand vous entendez qu'il y a un accident de voiture, on vous envoie tout de suite des images en vous expliquant qu'il y a eu 2 morts, il y a eu 2-3 morts. Bon, le truc, c'est que nous, quand on nous dit qu'il y a eu un accident, on appelle la gendarmerie, on appelle les pompiers, on vérifie. Rita, quelle est votre utilisation des réseaux sociaux? Alors, tout d'abord, pareil, je ne me réfère pas aux réseaux sociaux, je vais sur le web d'abord, je consulte le web pour savoir si c'est vrai ou non. Parce que les réseaux sociaux vont plus vite que le web quelquefois. Ça dépend. Il y a beaucoup d'informations qui sont déformées, d'abord, sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup d'informations qui sont fausses, il y a beaucoup de rumeurs. Et ça, on peut le déceler très très vite grâce au web. Grâce aux journaux souvent nationaux de métropole, le Figaro, etc. Enfin, nous avons des grands journaux comme le Figaro, le Monde, Libération, voilà, Libération, etc. Avant de venir, avec le décalage horaire, avant de toucher la Guadeloupe. Ensuite, on a un site que personne n'est au courant, personne ne sait qu'il y a un site qui existe, un Oxbuster, qu'il faut consulter avant d'envoyer des informations qui sont fausses. Je vois passer sur les réseaux sociaux, que ce soit en privé, que ce soit sur les murs, que ce soit sur WhatsApp, des informations qui sont complètement fausses, qui datent de 2 ans, de 5 ans, quelquefois de 7 ans. Et j'ai beau dire aux gens d'arrêter de mettre ces informations qui sont fausses et que je vérifie sur Oxbuster. Oxbuster nous divulgue. Le fast-checking, c'est ce qu'on appelle le fast-checking. Le fast-checking, exactement. Et puis, vous avez beau dire aux gens, mais ils sont bloqués, les mêmes personnes, je vois que les mêmes personnes font les mêmes erreurs. D'accord. Jennifer, je pose la question puisque vous utilisez bien sûr les réseaux sociaux comme tout le monde, vous avez un community manager, il y a peut-être 1 mois ou 2, j'ai vu passer sur les réseaux sociaux le fait qu'on allait une fois de plus annuler les élections de la Chambre de commerce. Comment vous réagissez face à ce type d'informations non vérifiées? Alors, quand ce genre d'informations en tant que communicant de la Chambre de commerce
commerce arrive à nous, évidemment notre rôle, on entre dans une communication, ce qu'on appelle communication de crise, c'est-à-dire qu'il va falloir gérer... tout de suite on déclenche la crise. Alors la crise c'est un grand mot, mais quand on doit résoudre un problème et justement communiquer sur quelque chose qui nous qui touche à notre image et qui n'est pas vrai, évidemment il va falloir trouver les mots, envoyer un communiqué de presse pour effectivement dire voilà, on est la chambre de commerce, on sait ce qui se passe chez nous, donc on peut vous dire que cette information est erronée et que les élections parce que, alors, je reviens vers vous, pourquoi? Parce que bon, vous êtes la plus jeune d'entre nous là, et depuis, c'est vrai, depuis quelques années, on s'est rendu compte que les réseaux sociaux pèsent un poids sur l'actualité, sur l'information. Et quand on est communicant, on est face à ça, comment on réagit en dehors du fait qu'on doit faire un tri? Comment vous faites le matin en arrivant, quand votre WhatsApp, vous trouvez 20 informations venant de 20 groupes différents? Alors moi déjà les groupes WhatsApp c'est pas mon truc. Ah, vous n'êtes pas dans les groupes? J'aime pas trop ça, pas trop ça, c'est vrai que j'ai plus tendance à aller chercher l'info sur de vraies sources. Et puis en plus de ça c'est dans la mentalité locale, on le sait, ils adorent ça. Et le plus dur c'est ce n'est même pas de pas se laisser imprégner, puisque bon ça ne regarde que moi, mais c'est de réussir à dire aux gens ne croyez pas ces infos, allez regarder des choses vraies, des choses concrètes. Il y a des gens qui travaillent pour ça, pour vous fournir des informations claires et précises. Donc bon, ça vous amuse, certes, moi aussi ça m'amuse, mais bon, c'est pas tellement professionnel. Oui, bien sûr. Rita, un mot là-dessus, oui. Non, je rejoins exactement ce que tu dis. Je fais la même chose. Je fais exactement la même chose. WhatsApp, je lis rarement, sauf si au bout de 10 clics, je vais regarder parce que j'ai pas mal de messages sur WhatsApp. J'ai pas le temps de regarder WhatsApp. Sur Messenger, j'ai même pas le temps. Alors c'est des messages importants que je loupe à cause de messages qui sont fausses sur Messenger, mais je suis tout à fait d'accord avec toi quand tu... Alors après, c'est une question, me semble-t-il, d'utilisation des réseaux sociaux. Il y a les informations que nous recevons, mais il y a aussi les informations que nous diffusons, parce que nous sommes quelquefois aussi des émetteurs. Et ces informations-là sont vérifiées. Je veux dire, quand un journaliste met une information sur WhatsApp et qu'il signe de son nom, moi je n'ai aucune raison de douter, même si la confiance n'exclut pas le contrôle. Même si les vérifications seront effectuées, ou on va appeler le confrère parce qu'on le connaît, ou alors on va procéder aux vérifications d'usage. Il y a les informations que l'on trouve, des informations anonymes que l'on trouve, mais il y a aussi des informations qui sont diffusées. Mais nous-mêmes, nous diffusons aussi sur les réseaux sociaux. Alors, je élargis un peu avant de vous quitter. Aujourd'hui, le monde médiatique en Guadeloupe commence à s'organiser parce que Gilbert le sait, je le sais, il y a 10 ans, il y avait moins de communicants et ou de très mauvais. Comment aujourd'hui, je pose la question à Gilbert, mais je la pose aussi à Rita et peut-être un peu à Jennifer, vous voyez un petit peu cette organisation médiatico-communicante, parce que la frontière entre les deux est très mince, comme on dit, c'est du papier de cigarette. Alors comment, parce que vous avez été aussi journaliste, je crois, alors comment vous faites la part? Faire la part entre la communication et le journalisme? Oui. Effectivement, c'est très lié. Il ne faut pas déborder sur les plates-bandes des autres et laisser faire les journalistes parce que c'est leur métier et qui sont doués pour ça. Donc le fait d'avoir fait un peu les deux me permet de comprendre ces choses-là. C'est vrai qu'il y a certaines personnes, certains communicants qui ont tendance à vouloir tout faire, à vouloir écrire les articles, à vouloir... Et c'est pas leur travail et ça se sent. Un communicant ne parle pas de la même façon qu'un journaliste. Donc c'est important de vraiment... scinder les choses et de bien comprendre comment elles s'agencent. Oui. Rita, peut-être un mot là-dessus? Alors sur la relation avec les communicants. Avec les communicants? Oui. Mais on a besoin de communicants. On prend par exemple quelque chose que vous fréquentez souvent, vous allez souvent au Festival de Cannes. Et là, c'est vraiment le règne de la communication, si on peut parler comme ça. Alors, oui, c'est le règne de la communication, mais on travaille directement avec les attachés de presse, qui nous sollicitent pour... Beaucoup quand même, hein? Comment? Qui sollicitent beaucoup. Énormément. Énormément. Alors, on est sollicité énormément souvent par 5 attachés de presse pour la même heure. Oui. Donc c'est nous à choisir, selon nos emplois du temps, dans quel événement on doit aller. On ne peut pas faire
Oui. 5 événements à 10 heures du matin. Par contre, c'est très très fatigant d'avoir... On a un événement, souvent j'ai un événement qui commence à 10 heures, un autre à 11 heures, un autre à midi, un autre à 14 heures, donc je dois gérer mon temps. Donc c'est extrêmement difficile. Informer, c'est choisir aussi. Hein. C'est choisir. Donc je choisis mes événements selon ma disponibilité et selon ce que j'ai envie de communiquer aux personnes, à la population, à informer, parce que j'aime informer. Si je fais ce métier, c'est parce que j'aime informer. J'aime le cinéma aussi. Si je suis là-bas, c'est pour quelque chose aussi. Voilà. Mais c'est un métier très 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 prenant et très difficile. On pense qu'on est là-bas sur le tapis rouge, on nous déroule le tapis rouge, mais pas du tout, pas du tout. On n'est pas à la première marche du festival. On n'est pas du tout. Ils ont pas compris au Festival de Cannes. Les journalistes ne sont pas bien traités. Si on n'a pas la carte blanche ou la carte rose. Les journalistes, ils n'ont pas compris qu'ils ont besoin de nous pour faire connaître les stars, entre guillemets, les stars, les producteurs, les réalisateurs, les films. Mais il y en a qui restent. Parce qu'on a besoin de nous pour les stars qui démarrent, les stars, entre guillemets. Moi, la dernière fois, j'ai interviewé des gens très connus, j'ai interviewé des gens peu connus, des gens pas connus. Donc, je fais un peu tout. Je fais plaisir aussi aux gens peu connus parce qu'ils en ont besoin. Mais j'ai pas le temps de déjeuner le midi, j'ai pas le temps de dîner le soir, je me prends mon petit déjeuner le matin et je cours. Oui. Oui, voilà. Alors, je pose la question à Gilbert et j'élargis un peu c'est la dernière question avant la page pub. On va avoir bientôt, non pas Cannes ici, mais un événement médiatique de poids qui va être un petit peu géré par la CCI, la Route du Rhum. Gilbert, à ce moment-là, la Route du Rhum, c'est un événement d'information, un événement de communication. Oui, alors, juste un mot, juste avant, je voudrais dire à Jennifer qu'il ne s'agit pas d'écrire pour les journalistes, mais il s'agit de bien écrire et surtout de savoir écrire, les communiquer. Et je crois que quel est le problème? Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde les chambres consulaires, quand on regarde les collectivités, quand nous recevons les communiqués, nous savons tout de suite si en face nous avons de bons ou de mauvais communicants. Un communiqué, c'est pas 2 pages, c'est pas 3 pages, ça sert à rien, ça doit répondre simplement à 5 questions élémentaires qu'on vous apprend dans n'importe quelle école de journalisme. C'est la base, c'est qui, quoi, quand ou comment, et ça suffit. Hein. Et c'est pas quand on va nous envoyer une page de rédaction que ça nous servira à quelque chose. Et d'ailleurs, ce que je dis bien souvent aux communicants, c'est il faut bien cibler ce que l'on souhaite, et c'est un peu aussi choisir son angle, l'angle du communiqué, cibler son communiqué, répondre à ces 5 questions et nous les transmettre. Et la communication, elle se fera naturellement, et vous verrez que quelquefois, les communiqués sont souvent repris en l'état, quand c'est bien fait. Ils sont repris en l'état. Alors, sur la Route du Rhum, c'est un événement communicationnel ou événement d'information? C'est un événement journalistique, c'est une épreuve sportive. C'est une épreuve sportive. C'est une épreuve sportive. Donc on va se mettre du côté du sport. C'est la Route du Rhum. Ce sont des performances qui seront réalisées sur ce qu'on a appelé depuis quelques années l'autoroute du Rhum, avec des bateaux très performants et des navigateurs bien préparés. Et ça, c'est un aspect bien préparé, sponsorisé. Ça, il n'y a pas de problème, c'est normal, c'est le jeu. De l'autre côté maintenant, il y a tout un aspect communication avec la promotion des chambres consulaires, non seulement promotion de la CCI, mais promotion aussi de la collectivité régionale partenaire majeur, premier financeur de la Route du Rhum. Donc c'est un peu normal. Mais ça, ce sont les collectivités qui mettent en place leur communication et qui gèrent leur communication. Nous, journalistes, nous sommes du côté sportif. Nous faisons des magazines, nous parlons de sport. Nous parlons de sport. À côté de cela, bien évidemment, quand vous avez une collectivité majeure comme le Conseil général régional qui valorise aujourd'hui l'économie bleue, qui a mis en place un certain nombre de dispositifs, nous allons en parler. Mais nous allons bien évidemment faire la part des choses. Faire la part des choses et être vraiment à la frontière du journalisme et de la communication en faisant très attention et en marchant sur les œufs. C'est le dernier mot pour Jennifer. Donc ça veut dire que le plan de com est déjà prêt.
Le plan de com est prêt. Ouais. Ouais. Et pour la petite anecdote, d'ailleurs, j'ai pas eu l'occasion de le dire, ma première télé, je l'ai faite sur Canal 10. Ah bon? Je devais avoir 12 ans. D'accord. Eh bien, bienvenue à bord. Merci en tout cas à vous trois d'être venus là. Il est 13h30 dans le ZCL en direct de RHT et de C10 FM. On va prendre une pause publicitaire et on va continuer tout à l'heure pour l'actualité. On va justement aller du côté de Saint-Malo où les présidents des CCI de Bretagne et de la Guadeloupe se sont rencontrés et ça tombe bien. Tout de suite? Ben oui, ça me donne le temps. Bonjour et bienvenue chez moi à Petit Canal. Je suis Axel Collangean, présidente de Ballon au Canal. Pour nous aider à faire bouger les lignes à Petit Canal, Ballon au Canal vous invite à son grand midi minuit. Rendez-vous le samedi 31 mars, samedi Gloria, à la ferme Allée du Moulin à Petit Canal à Cluny. Au programme, bon manger local, animation avec du gros-cas, de la danse indienne et le groupe Dynasties en live. 25 € en prévente, 30 € sur place. Infoline 06 90 00 22 07 et Facebook Ballon au Canal. Vin Bonne Fosla. Pâques à la fac, les 31 mars et 1er avril. Camping géant de 2 jours non-stop de festivités sur la plage de la Fête à Cabri. Animation, village, soirée, plateau de folie sur la plage. Destra Garcia, Triple K, Bilix, Kevni, Mathieu White, Drex, Métis et les meilleurs DJ de l'île. Yannick Cabrion, Tempo et Dominique Coco. Pâques à la fac, un festival gratuit de musique internationale avec des rotations régulières en bateau avec l'Archipel, Cadran, Caribe Désir et Caresse Antillaise. Samedi 31 mars et dimanche 1er avril, c'est Pâques à la fac. Plus d'infos sur Facebook et Instagram, Fête à Cabrit. Le week-end de Pâques, c'est à la Désirade, à la fac et c'est gratuit. Voilà, il est 13h36, retour sur le plateau du ZCL en direct de Canal 10, de RHT et de C10 FM avant de recevoir monsieur Patrice Dupont qui fera une conférence sur les applications mobiles. On revient tout de suite à l'actualité. L'actualité, c'est ce déficit en globules rouges, j'ai envie de dire, il manque du sang, comme toujours, et l'EFS pose la problématique du sang dans notre région, puisque les donneurs sont de plus en plus rares, les accidents sont nombreux, avec la situation particulière du CHU. La question du sang, c'est une question qui devient, j'ai envie de dire, du 100% urgent. Reportage tout de suite avec Stanley Manico, Chris-Kevin Magnier. Il faut pas avoir peur et il faut penser qu'on peut avoir besoin un jour ou l'autre, on peut avoir un accident, on peut être malade et on peut avoir besoin du sang et c'est indispensable à la vie, donc il faut penser à ça. Actuellement, pour le début de l'année 2018, on a vraiment besoin de donneurs, en tout cas de donneurs réguliers, parce que les réserves sont basses. On a actuellement à peu près 18 jours d'autonomie, ce qui est très peu. On aurait besoin de à peu près 50 poches par jour et on est entre 20 et 25 poches. Donc c'est largement insuffisant. Donc on compte vraiment sur la mobilisation des Guadeloupéens et Guadeloupéennes pour nos stocks de globules rouges et de plaquettes parce qu'on est en grand souci. C'est bien qu'ils puissent se déplacer parce que nous on n'a pas forcément, en fonction de l'emploi du temps familial ou du travail, on n'a pas forcément la possibilité d'aller en centre pour donner. Donc c'est vrai qu'ils se déplacent à plusieurs endroits. Moi je sais qu'à mon travail souvent ils viennent une fois ou deux fois par an et c'est vrai que c'est plus pratique. Parce que moi je trouve que ça devrait être obligatoire, que tout le monde devrait donner son sang. Très important que chaque donneur comprenne que la poche de sang qu'il va donner aujourd'hui et les jours suivants va être utilisée à bon escient bien sûr pour les malades de Guadeloupe. Les accidents de la route, mais aussi il faut savoir que lors des accouchements des fois il y a des hémorragies, les femmes ont besoin de beaucoup de sang. On a besoin aussi de sang pour les malades qui sont traités pour des cancers, pour des leucémies. Et bien sûr, il ne faut pas oublier en premier lieu les enfants drépanocytaires qui ont besoin de transfusions absolument régulières pour échanger leur hémoglobine contre de l'hémoglobine normale.
Et c'est une des méthodes de traitement de la drépanocytose. Donc on compte énormément sur la population pour que ces enfants ne soient pas en manque de transfusion sanguine. Voilà, nous allons partir en direction de Saint-Malo, puisque vous le savez, dans quelques mois, ça va être la route du Rhum, mais déjà la collectivité de Guadeloupe s'est mobilisée à Saint-Malo cette semaine pour présenter nos produits aux Malouins et autrement aux Français de l'Hexagone. Ensuite, le président de la CCI de Guadeloupe, nous venons de recevoir sa chargée de communication, lui aussi était à Saint-Malo. Il a rencontré le président de la CCI de la Bretagne. Ils se sont parlé. Il s'agit en tout cas d'utiliser une fois de plus cette route du Rhum pour faire la promotion de la destination Guadeloupe, et pas seulement, mais aussi des producteurs guadeloupéens. Reportage Grégory Laps. Le but de cette réunion, c'était de présenter le marché de la Guadeloupe aux entreprises du pays de Saint-Malo et de l'île-et-Vilaine d'une manière générale, ou même de la Bretagne, puisqu'il y avait des entreprises qui venaient, qui étaient en dehors de l'île-et-Vilaine. Et pourquoi faire cette réunion? Parce que nous avons signé une convention aujourd'hui pour acter cet échange économique entre la Guadeloupe et la région Bretagne, et nous pensons que certaines entreprises françaises peuvent aller effectivement s'implanter ou apporter leur savoir-faire sur le territoire de la Guadeloupe et pouvoir avoir accès à différents marchés guadeloupéens, caribéens également. Nous avons une chose en commun, un patrimoine en commun, c'est la route du Rhum destination Guadeloupe, partant de Saint-Malo et allant rejoindre la Guadeloupe, les îles de Guadeloupe, plus précisément Pointe-à-Pitre. Donc chacune de nos deux régions, pour être plus large, la région Bretagne et la région Guadeloupe, a à cœur de valoriser les savoir-faire, de valoriser leurs entreprises, pour qu'au final, les entreprises de Guadeloupe puissent trouver des débouchés, se mettre dans l'assillage de la route du Rhum et vendre leurs produits au mieux sur la région et plus généralement sur la France métropolitaine. Et il s'agit pour les entreprises bretonnes, bien sûr, d'avoir cette même démarche, de pouvoir vendre au maximum des produits bretons et que les Bretons puissent venir investir en Guadeloupe. Alors tout naturellement, les CCI qui ont en charge le développement économique, l'appui aux entreprises, c'est normal qu'elles signent une convention. Nous allons nous appuyer sur la CCI des Vilaines et naturellement la CCI des Vilaines va s'appuyer sur les chambres de commerce. Ça veut dire de la mise à disposition de personnel, des référents, la capacité de les aider dans les mailings, dans les interviews, dans les contacts avec les entreprises, et on fait tout ça en bonne réciprocité. Alors moi, c'était de découvrir un peu le marché guadeloupéen et de savoir quelles étaient les opportunités pour notre entreprise sur le développement d'un centre ou d'un spa en Guadeloupe. Et donc c'était de savoir au niveau du tourisme et de l'hôtellerie comment aujourd'hui se situe la Guadeloupe et quel est ses potentiels d'évolution dans les futures années. On sent qu'il y a vraiment une évolution très positive sur ce milieu-là. Il y a l'offre qui s'est beaucoup développée, la qualité aussi de la prestation qui s'est améliorée, et je pense que ça peut être une opportunité pour nous. L'association Produits en Bretagne est une association qui existe depuis 25 ans sur le territoire breton, qui regroupe aujourd'hui plus de 430 entreprises, dont 150 entreprises dans l'agroalimentaire. Alors j'ai eu l'occasion et le plaisir de découvrir le territoire guadeloupéen et ses richesses, et je trouve qu'il a beaucoup de similarités avec notre belle Bretagne, notamment la Pointe des Châteaux. Et en effet, je pense qu'on a tout intérêt à aller plus loin dans les démarches communes. La route du Rhum est un beau lien entre nos régions et c'est une belle image à exploiter ensemble. Aujourd'hui, c'est le rhum, une vingtaine de produits, mais pourquoi pas la culture, le sport, comme je l'ai expliqué, et aussi la cuisine antillaise de Guadeloupe. Donc cette route du Rhum destination Guadeloupe, pour nous, commencer très tôt, c'est vraiment préparer l'avenir, préparer novembre, mais préparer aussi les 4 autres années qui entrecouperont la prochaine édition, la 12e édition. Donc cette convention signée avec la CCI, comme le disait le président de la CCI des Vilaines, c'est une première parce qu'on a étoffé, mais on s'est pris très tôt, et s'il faut l'amender entre-temps, nous le ferons par la suite.
Voilà, il est 13h43 sur le ZCL. On va saluer Martine, bonjour. Salut Danick, bien bonjour les auditeurs. Et les auditrices. Et les auditrices, et les téléspectateurs et les téléspectatrices. Martine, qu'on va retrouver tout à l'heure avec ses appareils pour la culture selon Martine, bien sûr. Et Martine nous a emmené conférencier. Bonjour, monsieur Dupont. Bonjour à vous, merci de me recevoir. Dupont avec ONT ou ONT? ONT. ONT, d'accord, c'est pas comme les autres. Bien, alors vous êtes conférencier sur les applis. Alors, bien sûr, aujourd'hui, quand on a ça, on a des applis. Alors, quelle est la particularité de l'homme moderne aujourd'hui? Il faut avoir des applis sur tout? Alors, c'est difficile à dire aujourd'hui parce que le marché est en train de se mettre en place. Il y a une évolution très importante parce qu'en fait, on a préparé les applications mobiles et la mobilité depuis déjà une quarantaine d'années avec l'arrivée d'Internet, en fait. Oui. L'arrivée d'Internet a été la première phase. Donc, Internet a d'abord servi à communiquer. Ensuite, Internet est rentré dans la vie de tous les jours avec des applications utiles, acheter, vendre sur Internet, ce qu'on appelle le e-commerce. Oui, et il manque maintenant une dernière étape, c'est de pouvoir aller directement dans la poche du client, en fait, si on peut l'appeler ainsi, et de pouvoir aller directement l'adresser, directement lui dire « Oh, coucou, j'ai quelque chose pour toi ». Voilà. Et ça, c'est la mobilité. C'est donc non plus la démarche de je vais sur mon site Internet, je vais voir des informations, mais c'est d'envoyer les informations directement dans la poche de l'internaute ou du mobinaute, comme on l'appelle aujourd'hui. Alors, l'inconvénient, vous le savez, c'est le hacking. Il y a de plus en plus de fausses applis, des applis qui servent à pirater avec des petits espions, des spies, comme on les appelle. Comment on se préserve? Alors d'abord, il faut être très prudent dans l'utilisation, il ne faut pas télécharger n'importe quoi, mais on a quand même le filtre de Google d'une part et le filtre d'Apple de l'autre part, puisque toutes les applications qui sont publiées sur les stores, ce qu'on appelle les stores, sont Google Store par exemple, voilà, l'Apple Store ou le Google Play, toutes les applications sont passées au crible par Apple aux États-Unis et par Google également. Donc ils essaient d'éliminer, en principe ils y arrivent, éliminer les virus, etc. Après, il est possible qu'il y ait toujours une application qui passe au travers. Oui, bien sûr. Et en fait, le danger, c'est de répondre à des questions quand on vous demande un code, un mot de passe ou ce genre de choses. Donc il faut avoir la même prudence que dans la vie courante. Il ne faut pas confier ces informations au premier venu. Et donc voilà, il faut rester prudent dans l'utilisation. Alors, deuxième aspect de votre conférence qui se fera le 23. Le 23. À quelle heure? Vendredi à 8h30. À 8h30. Ce sera fait où, Martine? À Rimini-Souta. À Rimini-Souta, 8h30 à Rimini-Souta. Alors, on a parlé du hacking, mais aujourd'hui, les applis, ça se développe un peu partout, mais sauf qu'il y a un souci, c'est qu'il y a des applis qui sont gratuites et des applis, de plus en plus d'applis qui sont faussement gratuites. Oui, faussement gratuite. Alors, c'est ce qu'on appelle la monétisation. Tout à fait. Donc, il y a différentes façons de monétiser. La façon qui arrive de plus en plus maintenant, c'est la vente des fichiers. C'est-à-dire que je crée une appli toute simple pour faire connaître un site, pour faire connaître quelque chose, et je dis aux utilisateurs, mettez votre nom, votre prénom, c'est pas grave, c'est pour que j'ai votre compte, mettez votre adresse mail, et quand j'ai constitué un stock d'adresses mail, je vais vendre ces adresses mail à des sociétés qui, elles, payent cher, puisque on peut aller jusqu'à 2 €, 2,50 € l'adresse. Donc si j'arrive à 10 000 adresses, 100 000, 1 million d'adresses, vous voyez les enjeux financiers que ça représente. Alors, votre conférence ce sera d'une manière générale sur les applis ou bien sur un aspect particulier? En fait, c'est de la sensibilisation. C'est de la sensibilisation, c'est-à-dire que je pense qu'il ne faut pas que les entreprises, les collectivités ratent ce moment important de la mobilité. Vous savez, on a toujours tendance à attendre de voir comment un marché va évoluer. Là, c'est important. Il ne faut pas être à côté, parce que les gens qui restent à côté d'une nouveauté technologique, eh bien, ils risquent de rester sur le bord de la route. Donc, il faut être dans le coup, et pour ça, je fais de la sensibilisation. Donc, de la sensibilisation, que peut-on faire avec une application mobile? Quels sont les différents types d'applications mobiles? Parce que parfois, on entend parler d'applications natives ou de web applications. Donc, une web application, c'est simplement un petit site internet qui va s'exécuter sur le smartphone, alors qu'une application native
native, c'est une application qui a été faite pour le mobile qu'on utilise. Voilà. Donc je sensibilise en fait le public, mais le public qui est plutôt professionnel. Hein, je m'adresse plutôt aux collectivités et aux entreprises. Rendez-vous vendredi 23 8h30 à Rimini-Souta. Je me tourne tout de suite vers Martine. Martine, il vous reste exactement 11 minutes et 52 secondes pour appliquer votre culture selon Martine. C'est pas encore une appli. C'est pas encore une appli. Et j'ai pas mon petit générique là, la culture selon Martine. Bien sûr. Bon, ah, ça y est, ça va mieux en le disant. Hein, c'était, vous avez reconnu la musique, elle m'est chère cette musique. C'est un groupe bien connu. Et puisque c'est le jour du bonheur, parce que c'est le 21 mars pour certains, c'est le printemps et le jour du bonheur pour d'autres, eh bien celui qui me dira quel est le titre de cette musique qui est mon générique et le groupe, eh bien il gagne de places de cinéma. Je suis comme ça, généreuse, vous le savez bien. Alors bonjour à tous et bien en même temps aux auditeurs de RHT, de C10, de Canal 10. Puis à ceux qui me saluent dans la rue, eh bien bonjour. Aujourd'hui c'est le 80e jour de l'année. Votre éphéméride est toujours là. On a 285 jours qui nous restent jusqu'à ce que la Mère Noël revienne vous rendre visite et c'est la 12e semaine de l'année. Alors moi je vais vous parler aujourd'hui de deux journées qui sont importantes à mes yeux. Une journée qui est celle internationale pour la discrimination et l'élimination donc du racisme dans le monde. C'est également une journée qui est pour la promotion des sociétés inclusives. C'est la journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale. Elle est célébrée le 21 mars. Et pour commémorer ce jour, depuis 1960, eh bien, cette journée a été mise en place parce que dans l'Afrique du Sud, ce jour-là, plus de 60 personnes ont été tuées parce qu'elles manifestaient pour avoir le droit, justement, de dire des choses, pour avoir le droit de s'exprimer. Et la police a ouvert le feu sur ces manifestants pacifiques et plus d'une soixantaine ont été tués. Et donc, cette journée, c'est un peu déjà pour s'élever contre ce type de comportement. Célébrer également que chaque être humain a le droit de s'exprimer, qu'on doit le laisser ce droit et que ce droit est fondamental. Et donc, en proclamant cette journée internationale en 1966, il a été engagé une volonté donc de communiquer sur cela. Il a été engagé une volonté de défendre ce droit premier. Est-ce que ça te dit quelque chose cette journée, Dani? Bien sûr, ça a fait la une de l'actualité pendant longtemps et ça a été même pour les militants le moment où on parlait beaucoup de Soweto à l'époque et de cette image où on voit une femme qui porte son gamin qui vient d'être assassiné. Ça a fait le tour du monde dans les années 70-80. Exactement. Donc, et j'ai voulu retenir une phrase de Kofi Annan prononcée en 2004 lors de cette journée, secrétaire général à l'époque des Nations Unies, où il a eu l'occasion de diffuser les images justement de ce massacre. Et on parlait de cette manifestation non violente et Kofi Annan a rappelé à quel point il était important que justement les hommes s'ouvrent ensemble et qu'on puisse honnir l'apartheid et toutes ces formes de racisme qui aujourd'hui persistent encore un petit peu partout. Donc ça, c'était une manière donc de porter ma pierre à l'édifice et de dire bon ben voilà, nous toutes nous cassons en disant il rouge pour tout le monde. Hein. Donc on est d'accord là-dessus. Oui, tout à fait. Blanc, jaune, vert, mais laissez ces mots-là exprimer, c'est ce droit inaliénable auquel nous avons tous droit. Et puis, même si ça n'a pas grand-chose à voir, mais en même temps, c'est tellement proche, la journée internationale de la poésie, c'est aujourd'hui aussi, donc ce 21 mars, une journée qui fait la part belle à la poésie. Danick, je sais que tu nous as préparé un petit poème, donc je te laisse l'occasion de nous... Elle veut prendre le cours. Bon. Je te laisse l'occasion. Je ne le lirai pas ce poème aujourd'hui. Tu ne veux pas le lire? Et pourquoi, Danick? Ah ben, parce que c'est un poème un petit peu privé. Privé de tout, tu veux dire? Oui, privé de tout, exactement. Bon, alors tant pis, vous n'aurez pas droit à la poésie aujourd'hui, mais le 21 mars a été proclamé aussi journée mondiale de la poésie par la conférence générale de l'Organisation des Nations Unies. Et donc cette journée, c'est une journée consacrée au beau, à la beauté. La poésie a 1000 visages, donc partout dans le monde, et bien aujourd'hui, dans tous les
pays, on célèbre cette journée au travers de mots, au travers de rencontres, au travers de musique, au travers de sagesse aussi, puisque la poésie, c'est mettre un mot de beauté sur chaque chose que ce monde nous offre tous les jours. Et donc, je vous propose à tous aujourd'hui de vous parler avec des mots de bonheur, des mots de bonté au travers de la poésie. Et puis, faites vivre les mots entre vous, faites vivre l'amour, puisque c'est une journée de bonheur et d'amour. Alors, vous voyez, je suis dans ma phase poétique aujourd'hui. N'est-ce pas? Oui, je suis en train de vous chercher un poème qu'on m'avait envoyé, mais je le trouve pas mal. Mais tu le trouveras avant, puisque accessoirement, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le premier jour du printemps, donc aujourd'hui tout est permis. Nous sommes heureux aujourd'hui, et on le dit, et on le montre, et on sourit. C'est pour ça que j'ai mis des couleurs vives, des couleurs chatoyantes pour manifester cette belle journée. Et puis figure-toi, et là c'est pour non pas rire, parce qu'on ne peut pas rire de tout. Demain, nous serons le 22 mars et je vous l'annonce comme étant une information extrêmement importante. Demain, c'est la journée internationale de l'eau. Oui, de l'eau vraiment, de l'eau qui coule dans les robinets. L'eau qui a coulé. Et on explique, et oui. Il me fait signe que dans 2 minutes, il faut qu'on passe une pub et après vous terminez, Martine. D'accord, ben c'est la journée de l'eau, effectivement, mais la vraie eau qui coule dans les robinets. Oui, ça... Il y a énormément de pays qui sont encore en manque d'eau, mais il y a des communes, il y a des gens, voilà, c'est ce que j'allais dire. Les gens n'ont pas d'eau. Il y a même, on ne peut même pas parler de pays, en Guadeloupe, là à côté, il y a des communes où les gens n'ont pas d'eau dans leur robinet ou de l'eau sale qui coule. Ou pas d'eau du tout, et c'est quand même étonnant dans un pays comme le nôtre, dans une île qui est appelée l'île aux Belles Eaux, c'est ça? Qui s'appelait comme ça, l'île aux Belles Eaux, mais là c'est l'île sans eau du tout, et les gens certaines personnes du Nord-Grande-Terre, de Cap-Esther, de Goubert en ce moment se battent pour avoir de l'eau et ça n'arrive pas. On va prendre la pause de pub rapidement, 15 secondes, et on vous retrouve Martine pour la fin de votre agenda. Yes, c'est... Bonjour et bienvenue chez moi à Petit Canal. Je suis Axel Collangean, présidente de Ballon au Canal. Pour nous aider à faire bouger les lignes à Petit Canal, Ballon au Canal vous invite à son grand midi-minuit. Rendez-vous le samedi 31 mars, samedi Gloria, à la ferme Allée du Moulin à Petit Canal à Cluny. Au programme, bon manger local, animation avec du roca, de la danse indienne et le groupe Dynasties en live. 25 € en prévente, 30 € sur place. Infoline 06 90 00 22 07 et Facebook Ballon au Canal. Vinbon ou Fosla. Dynasties, combat, le combat. Chantez. Pâques à la fac, les 31 mars et 1er avril. Camping géant de 2 jours non-stop de festivités sur la plage de la Fête à Cabri. Animation, village, soirée, plateau de folie sur la plage. Destra Garcia, Triple K, Billix, Kevni, Mathieu White, Drex, Métis et les meilleurs DJ de l'île. Yannick Cabrion, Tempo et Dominique Coco. Pâques à la fac, un festival gratuit de musique internationale avec des rotations régulières en bateau avec l'Archipel, Cadran, Caribe Désir et Caresse Antillaise. Samedi 31 mars et dimanche 1er avril, c'est Pâques à la fac. Plus d'infos sur Facebook et Instagram, Fête à Cabrit. Le week-end de Pâques, c'est à la Désirade, à la fac et c'est gratuit. C'est toi. Si je vous fais ça, vous pensez à quoi? Et si je te dis je pince pour toi, Danick, tu penses à quoi? Oui. J'en pince pour toi. Danick, je parle d'un crabe, pas d'autre chose. Franchement. La fête du crabe. Quand même. La fête du crabe, ça y est, ça démarre aujourd'hui. Oui. Ça y est, fête à crabe. J'y étais pas là. Tu n'y étais pas, moi non plus, n'est-ce pas? Mais ça va jusqu'au 1er avril et ça démarre aujourd'hui, la fête du crabe. C'est la 26e édition. Tout à fait. Le sais-tu? Oui, 26e édition de cette fête à crabe, bien sûr, sur la place Gerty Archimède à Morne-à-l'Eau, avec bien sûr également des stands, des animations, peut-être encore cette année, concours de crabe le plus rapide. Ouais, c'est ça. Course à bocon, mais course à bouquette aussi, les courses d'âne. Oh, il y a 2 ans, j'ai ri, mais j'étais pliée de rire de voir ces courses d'âne. Et parfois, j'ai un ami qui dit ça, mais il se reconnaîtra. Des fois, on se demande de qui est
l'âne qui est la bête. Mais bon, c'est une phrase de Guadeloupéen. Donc en tout cas, cette année, les événements sont placés sous le thème de nutrition et crabe. Donc c'est vous dire qu'il y aura des plats, du crabe en toute sauce sur cette 26e édition de la fête du crabe. Il faut arriver tôt. Il faut arriver tôt parce que les queues sont immenses. Oui. Les queues de crabe, bien sûr. Mais que de cochon, que de porc, avec des pinces de crabe. Donc voilà, et je vous invite bien évidemment à célébrer cette 26e édition de la fête du crabe à Morne-à-l'Eau, avec toujours des nouveautés qui vous attendent, des animations, des jeux, des concours, et puis surtout de l'amusement et de la bonne humeur et de la bouffe, du crabe en toute sauce. Et vraiment, c'est quelque chose à découvrir, et je crois que les gens viennent de plus en plus nombreux. Et certains de mes amis ont décidé de faire le voyage en Guadeloupe cette année pour assister à cette fête du crabe. Il vous reste 27 secondes. 27 secondes. Oui. Est-ce qu'on peut simplement, pour ceux qui me restent de temps, passer les dernières photos des véhicules? Voilà, je terminerai là-dessus. J'ai visité pour vous la cité de l'automobile à Mulhouse, et c'est une beauté que cette cité. Je n'aurai pas le temps de vous raconter l'histoire de cette cité et des premiers véhicules qui ont été réalisés dans le cadre de cette cité de l'automobile, musée national. C'est la collection Schlump, je ne sais pas si je le dirais bien, de Mulhouse en Alsace, et qui abrite la plus grande collection de véhicules, plus de 550 modèles. De quelle date à quelle date ils sont? Depuis la naissance du véhicule. Donc vous avez les premiers Pan-A, vous avez les premiers véhicules, vous avez bien sûr les limousines, vous avez les tractions avant, les tractions avant, vous avez bien sûr les Bugatti célèbres, les Mercedes, les Rolls-Royce. Toute l'histoire de l'automobile du monde est rassemblée dans ce musée. Je disais 550 modèles, plus de 550 modèles qui sont là, et c'est une beauté, une poésie, c'est étonnant, et ce sont deux hommes, deux industriels qui ont commencé cette collection. Leur histoire n'a pas très bien fini, puisque c'est au détriment de leur entreprise qu'ils ont acheté ces œuvres-là, ces véhicules, et donc la collection a été ensuite rachetée par une association de collectionneurs qui ensuite donc est devenue ce musée national. C'est trop court pour que je vous en fasse l'historique, je reviendrai sans doute dessus parce que vraiment c'est une très belle histoire et des modèles magnifiques. Voilà. C'est fini. C'est tout pour aujourd'hui. Non, j'ai pas tout dit, mais comme d'habitude, je suis frustré. Oui. C'est le mot. Frustré mais heureuse. Bon, on rappelle quand même la conférence du 23 de M. Dupont à Rimini-Souta à partir de 8h30 sur les mobiles et la mobilité, les applis mobiles, et c'est important. Et puis ce premier colloque du développement touristique et durable et des territoires qui commence demain à Duval Petit Canal, et ça va durer jeudi 22 et vendredi 23 avec un lourd programme très intéressant. Monsieur Otto est venu nous expliquer tout cela. Voilà, on se retrouve demain à la même heure, 12h30, sans Martine malheureusement. Mais Martine, on s'engage pour le journal du mercredi? On s'engage pour le journal du mercredi. Quand je dis, je fais. Je vais vous le rappeler. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Bon appétit si vous n'avez pas encore déjeuné, mais ça m'étonnerait. Nous, on va y penser. Et puis on se retrouve à la même heure demain. Réalisation, Zéo Faute, Zébouis. Comment tu dis, Martine? Zébapic. Zébapic, voilà, c'est fait.